C'est par un 45 tours que j'avais trouvé dans la discothèque de mon grand frère que je suis entré, alors que j'avais 9 ans, dans le monde d'Ennio Morricone. Il avait suffi d'un son d'harmonica, bientôt amplifié par un orchestre et une guitare électrique, pour que je sois immédiatement envoûté par un univers musical dont je ne sortirai plus jusqu'à aujourd'hui. Plus tard, j'ai fini par voir Il était une fois dans l'Ouest et j'ai découvert que le maestro Ennio avait composé d'autres thèmes fabuleux. Cet envolé orchestral sur un travelling découvrant un monde dont l'ampleur me chavirait. Ou encore cette petite ritournelle pour banjo orchestrant l'apparition de Cheyenne alias Jason Robards. En tirant le fil, je découvrais que Morricone et Sergio Leone avaient fait, encore avant, un bon bout de chemin ensemble. D'abord, dans Pour une poignée de dollars, le premier western de Leone et le premier grand succès de Morricone, dont j'aimais particulièrement le sifflement enjoué et les coups de feu claquants. Sifflement que je retrouvais dans Et pour quelques dollars de plus. Quant au Bon, la brute et le truand, je n'oublierai jamais ce vertige de l'or qui saisit Eli Wallach, comme dans un opéra baroque. À cette époque déjà lointaine, j'ai terminé ce petit parcours morricono-léonien avec Il était une fois la Révolution et son lyrisme nostalgique, la sublime voix d'Eda del Orso et le fameux Chang Chang. Jamais je n'aurais osé aimer ce ralenti sans la musique du grand Ennio, tandis que dans le même film, il y avait des trouvailles sonores qui m'enchantaient littéralement. À ce moment, la cause était déjà entendue. Même si je savais que Morricone travaillait à la même époque en France avec Verneuil, Boisset ou Enrico, ou que je découvrirais plus tard qu'il accompagnerait des cinéastes que j'aimais comme Fuller, Carpenter ou De Palma, Ennio Morricone serait pour moi définitivement italien et définitivement lié à cette période bénie des années 60-70. Je n'avais donc pas le choix. Je poursuivais mon exploration du Morricone italien et d'abord westernien avec d'autres Sergio. Corbucci par exemple, dans son grand silence enneigé et sa bande-son incroyable, accompagnant l'apparition du méchant Klaus Kinski. Navarro Joe du même Corbucci, avec ses cris stridents et ses chants d'indiens, accompagnant le premier rôle de Burt Reynolds. Et voilà qu'un troisième Sergio surgissait de nulle part. Celui-ci s'appelait Solima et il avait signé un film à la musique percussive et opératique qui me transportait d'aise, Colorado, dont j'aimais aussi beaucoup la surprenante citation de la lettre à Élise glissant vers des arpèges mexicains. J'étais maintenant mûr pour découvrir que Morricone avait travaillé avec les auteurs les plus sérieux du cinéma italien de cette époque. Elio Petri et sa fameuse musique grinçante et stravinskienne de Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon avec Gian Maria Volonté et Florinda Bolcan. Le même Gian Maria Volonté retrouvant Petri et toujours Morricone dans La classe ouvrière va au paradis et son score inquiétant et grotesque. Il y avait bien sûr la bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo et son ambiance martiale que Tarantino reprendrait plus tard.
Sacco e Vanzetti de Giuliano Montaldo et sa balade trouée d'inventions sonores avec la voix de John Baez s'élevant qui me donnait des frissons. Et ça n'était pas parce que j'avais froid, bien au contraire. La marche d'Allons enfants des frères Taviani n'était pas mal non plus. Dans ce tableau d'honneur figurait également Bertolucci et son Novecento. Le jazz et le son de Gato Barbieri dans le théorème de Pasolini. Le piano au son si particulier de La femme du dimanche de Comencini où Morricone croisait Jean-Louis Trintignant. La musique strictement contemporaine de Vertige de Bolognoni avec un autre acteur que j'adorais, Marcello Mastroianni. Et même la Califa d'Alberto Bevilacqua et son thème tragique accompagnant une autre star de mon adolescence, Romy Schneider. À ce stade, je vivais maintenant dans le monde de Morricone et je n'avais pas l'intention d'en sortir, bien au contraire. Je comprenais que ce qui me fascinait chez Morricone, c'était aussi et surtout sa capacité à écrire des thèmes inoubliables orchestrés avec un incroyable sens de la mise en scène. J'allais maintenant à la recherche de films beaucoup plus obscurs avec des musiques à tomber par terre. La Cosa Buffa par exemple et son thème sentimental avec clavecin, orchestre et toujours la voix sensuelle d'Eda Del Orso. Je ne saurais jamais combien de fois j'ai pu écouter et réécouter ce thème dont je ne me suis jamais lassé. Dans les photos prohibitées d'Una Signora per Bene, Morricone était plus italien que jamais, mélangeant comme personne une joie ensoleillée avec une mélancolie sous-jacente. J'adorais aussi voir Giancarlo Giannini marcher pensivement dans Journée noire pour un bélier sur cet air sensuel et mélancolique. Quant au bossa nova de Morricone, elle me procurait une joie indicible, comme celle de la Donna Invisibile. Sans parler de celle absolument imparable de Metti una Ciarcena, avec cette héroïne qui me poursuivait de son charme décidément très latin, Florinda Bolcan. J'aimais aussi d'amour la samba Belindane dans Les yeux froids de la peur. Un jour, assez tardif finalement, je finirai par découvrir l'existence de Dario Argento et tout particulièrement de son premier film L'oiseau au plumage de cristal, où figurait dans le générique une berceuse enfantine et troublante. Mais également, plus tard, une musique de pure terreur dans laquelle un Morricone très sonore faisait éclater un goût immodéré pour les dissonances. Donc, Morricone savait tout faire, et pour la pure terreur, il était aussi le musicien idéal. Je pourrais même dire que j'ai toujours eu le sentiment qu'il était le véritable auteur de tous les giallo auxquels il avait participé, comme si c'était sa musique qui créait ces visions morbides et malades. Comme dans ce magasin de mannequins très inquiétant, dans La tarentule au ventre noir. Ou dans l'étrange documentaire fiction Verouchka, où des poupées se brisaient tout aussi étrangement. Mi parve una premonizione.
Même la vibration d'un lustre créait une matière musicale pour le protéiforme Ennio, comme dans Je suis vivant. Je devenais dingue et j'aimais ça, surtout quand je découvrais que chez Morricone, la terreur et la séduction, voire même un certain érotisme, étaient intimement liés. Il faut dire qu'en matière de sensualité et d'érotisme, Morricone n'était pas manchot. Que ce soit pour les orgies sataniques de Je suis vivant qui me rendaient de plus en plus dingue, mais j'aimais aussi cette mariée très délurée, Ottavia Piccolo, dans un striptease assez, attrayant. Quant à cette image de pure volupté dans Qu'avez-vous fait à Solange, je n'ai même plus de mots. Et puis encore ce couple enlacé à l'infini dans la Donna Invisibile. Et surtout, cerise sur le gâteau, cet excitant déshabillage dans Metti una cera cena exercé sur l'attractive Florinda Bolkan, encore elle, avec cette musique fortement cuivrée. J'étais troublé, j'étais ivre, j'étais au bord de l'implosion. À force de rechercher dans les combles d'Ennio Morricone, j'ai fini par dénicher le film qui contenait tout ce que j'aimais chez lui. Ce film, c'était Le venin de la peur, Una lucertola con la pelle di donna, en italien ça sonne quand même mieux, et ses hallucinations érotiques sur une musique limite free jazz où je retrouvais sous un manteau de fourrure ô combien sensuel la divine Florinda Bolkan. Les guitares stridentes, psychédéliques et droguées de Morricone me transportaient tout autant. Et quand je retrouvais Florinda Bolkan à cheval, aérienne comme la voix d'Eda Dell'Orso et l'orchestration de Morricone, j'étais définitivement aux anges. Ça y est, j'avais décidé que c'était le film où j'aimerais vivre en compagnie de mes idoles, Florinda Bolkan et Ennio Morricone. Une certaine idée du bonheur en quelque sorte, la mienne.